Plus pour mes dents, j'ai pas les moyens. Voilà. Donc oui, j'ai été obligée d'attendre un peu pour faire, même en allant à la fac dentaire, ils font plus de facilité de paiement. Donc pour l'instant, je peux pas me permettre. J'avais déjà fait tout enlever. Donc là, après, il faut faire un appareil en bas, un appareil en haut. Et c'est au dernier moment qu'ils vont me renlever celle de devant pour mettre l'appareil complet. Alors on avait fait un devis à ma mutuelle, mais ça fait 2 ans, donc ils en remboursaient un peu. Mais maintenant, voilà. Ça reste quand même de ma poche, ouais. Et encore, ça n'a rien à voir avec le dentiste, la fac. Hein. Ça n'a rien à voir avec le dentiste. Il faut que je retourne à la fac dentaire et que je fasse refaire un devis. Déjà, j'ai plein de difficultés tout de suite avec ma carte là, parce que j'ai changé, je dois RSI, je refais un dossier à la sécurité sociale. Et maintenant, j'ai dû repartir à la MSA. Et mon 100%, ils n'arrivent pas à le... Voilà, donc c'est un bordel. Donc pour l'instant, j'ai pas été. Je vais aller refaire le devis, voir combien eux ils me remboursent. Et après, je sais pas. Après. La prévention en santé familiale et infantile, précarité et inégalité de santé, avec tous les délicats problèmes que cela pose. Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je rassure le professeur Gentilini, mon patronyme n'est pas non plus d'origine celte. Voilà, donc vous avez le titre de mon intervention à l'écran. Cette question de la prévention en santé familiale et infantile, elle peut être discutée et mise en perspective à partir de l'expérience du dispositif de PMI qui prévoit un accès universel à des services de prévention gratuits, ouvert à l'ensemble des jeunes enfants, des adolescents, des femmes et des familles de tout milieu, en accordant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale. Alors, mon premier point, c'est un plaidoyer en faveur d'une prévention à la fois universelle et ajustée. Vous verrez que la PMI, c'est bon comme du petit lait. Un bref aperçu sur la pratique de nos services. Leur implantation, elle entend favoriser un lien de proximité entre les professionnels d'une part, les enfants, les familles, les adolescents, une proximité qui va offrir un socle à l'attention préventive des professionnels qui peut entrer en écho et en soutien avec la propre attention des parents pour le développement et la santé de leur enfant. Ça concerne tous les parents parce que l'attente d'un enfant puis sa naissance constitue pour tous un moment de profond remaniement qui va venir révéler ou renforcer un certain nombre de fragilités, mais également la créativité nécessaire pour les dépasser. Le souci de la bonne santé de l'enfant et des soins à lui apporter sont pour chacun des leviers très puissants de ce devenir parent. Et le positionnement des professionnels de PMI, il va s'ancrer dans une approche préventive dès la grossesse sur le processus long du développement de l'enfant et de la parentalité, en partant des préoccupations des femmes enceintes et des parents. Il s'agit bien de promotion de la santé au sens de porter vers l'avant, vers l'avenir, l'enfant qui a tant besoin pour grandir de parents qui soient confiants dans leur capacité d'y contribuer. Les questions sur la santé somatique sont celles qui viennent en premier du côté des parents et ça permet, en s'y appuyant, d'aborder l'ensemble des dimensions dans la durée. Cette prise en compte de la santé, elle conjugue une dimension médicale au sens large et une dimension relationnelle du soin. Et auprès de chaque enfant, la pédiatrie et la psychologie du développement vont nous appeler à être attentifs. Chaque enfant, ça veut dire dans tout milieu, à la fois à sa croissance et sa maturation physique, à son développement psychomoteur et psychologique, à celui du langage, des interactions et de la relation, aux aspects cognitifs et affectifs, au processus d'individuation et de socialisation, à la construction de son identité et du rapport à l'autre. Alors, comment l'expérience de PMI nous permet d'appréhender la problématique des inégalités de santé? Je vous propose une triple approche. Il y a classiquement les inégalités sociales de santé concernant spécifiquement les enfants. Elles ont été récemment étudiées en France dans un rapport de l'IGAS en 2011, où tout en soulignant la complexité pour l'action du fait de la grande variété des déterminants et de leur imbrication, par exemple les déterminants de la surcharge pondérale dans l'enfance, il est clairement rappelé que plusieurs indicateurs sont corrélés à la catégorie socio-professionnelle des parents ou au cursus scolaire des mères. Par exemple, le moins bon suivi de la grossesse, des taux plus élevés de prématurité, de petits poids de naissance, une prévalence plus élevée de la surcharge pondérale à 5 ans ou des caries. Il y a 2 facteurs sociaux qui sont en particulier pointés par l'IGAS dans ce rapport pour les déterminants des inégalités de santé. C'est la qualité sanitaire du logement, ça vient d'être dit, et la question de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et on est bien au cœur du sujet. À ces inégalités-là se combinent pour certains publics vivant un parcours de migration
et M. Gentilini vient d'en parler, une dimension culturelle qui intègre des critères éducatifs et des représentations de la santé qui vont influencer les comportements, et ça peut venir renforcer des situations d'inégalité, notamment dans les relations avec les services de santé. Et puis il y a un troisième facteur d'inégalité, c'est la psychologie clinique du développement qui nous aide à comprendre que les bébés et les enfants rencontrent une autre forme d'inégalité qui peut affecter leur développement, celle liée à l'histoire familiale et transgénérationnelle singulière dans laquelle leur venue au monde s'inscrit. Il peut y avoir eu des vécus traumatiques dans l'histoire parentale qui peuvent être réactivés et peuvent s'accompagner d'éventuelles difficultés dans l'instauration des liens père, mère, bébé. Et on pourrait dire qu'il s'agit là d'une forme de vulnérabilité biographique potentiellement inégalitaire. Un petit focus sur ce concept de vulnérabilité qui est très utilisé dans le domaine de la santé familiale et qui laisse entendre que certaines populations de familles sont en soi vulnérables, notamment sur le plan psychique, souvent à partir de critères sociaux défavorables. Pourtant, la pratique nous montre que personne ne peut être réduit à la vulnérabilité d'un moment et encore moins aux facteurs de risque qui l'affectent, et que les études nous confirment que des périodes ou des situations de vulnérabilité, la grossesse, les premiers mois après la naissance en sont un exemple, ça peut toucher des personnes dans tous les milieux sociaux, de même que des problématiques comme la dépression maternelle, les violences conjugales, l'alcoolisme ne sont pas l'apanage de personnes en situation sociale défavorable. Donc, la pertinence relative de ce concept de vulnérabilité dans le champ de la prévention clinique, ainsi que la prudence quant aux effets de stigmatisation, ça nous incite plutôt à utiliser les notions de période ou situation de vulnérabilité que celles de personnes ou groupes vulnérables. Or, vous verrez, dans tous les rapports, on parle des populations vulnérables en général. Naturellement, les familles qui vivent dans la grande pauvreté, souvent meurtries par une histoire transgénérationnelle, souvent exclues de la société et culpabilisées par leur situation sociale, cumulent des facteurs de fragilité et de vulnérabilité qui seraient bien sûr inappropriés et déplacés de minimiser, mais pour autant, leur identité ne saurait à nos yeux s'y résumer, sous peine de substituer une forme de prédiction féroce à la prévention précoce. Un petit mot sur la prévention généraliste ou ciblée et les inégalités de santé. Il y a de nombreux domaines de la santé et du développement de l'enfant qui justifient que les actions de prévention s'inscrivent dans une pratique qui s'adresse à tous, par exemple face à des difficultés d'ajustement relationnel entre une mère et un bébé qui peuvent survenir dans toute famille. Autre exemple de prévention universelle, face à la consommation des écrans dans les 3 premières années de vie par les tout-petits, qui se traduit par un risque accru d'obésité ultérieure, de retard de langage, de réduction de leur capacité d'attention. Si les conditions de consommation des écrans peuvent varier selon les situations, tous les milieux sont touchés. Aux États-Unis, 40% des bébés de 3 mois regardent la télé régulièrement, 90% à 2 ans, et on sait qu'on y vient en France. D'un autre côté, l'épidémiologie, la santé publique, l'approche socio-anthropologique nous permettent évidemment de cerner certaines situations spécifiques où un groupe de population, une tranche d'âge peuvent être soumis à des difficultés, un risque particulier, un facteur de risque. Par exemple, ça a été cité aussi, l'exposition de populations d'enfants à la présence de peinture au plomb dégradées dans les logements construits avant 1948 justifie, pour prévenir le saturnisme, de prendre des mesures de prévention ciblées. Donc la prévention auprès du jeune enfant, elle campe sur 2 axes dont aucun ne devrait être sacrifié au profit de l'autre. Une prévention généraliste pour tous, combinée à une démarche de prévention ciblée, voire ajustée, en fonction de l'exposition à certains risques. Et puis l'expérience nous enseigne aussi que les familles les plus en difficulté accèdent d'autant mieux aux soins préventifs qu'elles y rencontrent un ensemble de familles qui partagent avec elles ce souci de la suffisamment bonne parentalité dont j'ai parlé. Je rappellerai aussi le point de vue de Pierre Laroque, fondateur de la Sécurité sociale, qui, à propos de la protection sociale, qui pour être acceptée de tous et pour que tous y contribuent, c'est-à-dire pour s'inscrire dans le pacte social, doit pouvoir bénéficier à tous. Et je pense que des dispositifs comme la PMI relèvent du même principe de solidarité, même s'ils n'ont pas la même portée sur le plan économique. Alors, cette question de la lutte contre les inégalités de santé dans l'enfance, elle illustre bien cette nécessaire dialectique entre universalité et spécificité des réponses. Et l'IGAS propose, dans son rapport, une stratégie de lutte selon un principe d'universalisme proportionné, je cite, qui concilie un certain degré de ciblage des prestations avec le maintien de leur universalité. Cette notion d'universalisme proportionné, elle mérite discussion. Si elle fait porter l'attention sur le cumul de difficultés qui affectent les familles en situation sociale défavorable, avec leurs conséquences en matière de santé, et si elle induit des réponses qui vont permettre de faire évoluer ce contexte en matière de logement, de protection sociale, d'emploi, bien sûr, ça va légitimement contribuer à réduire les inégalités. Mais si
cette notion devait conduire essentiellement à surcibler les familles en situation de précarité socio-économique par des interventions médico-sociales à visée prescriptive en termes de comportement de santé, alors ça risquera d'entraîner plutôt un sentiment de stigmatisation, d'infantilisation et de conduire ces familles au repli à l'égard de nos services de santé préventive, voire de toute intervention de soutien social. La deuxième partie de mon intervention, c'est un plaidoyer en faveur d'une prévention qui soit plus attentive aux situations de précarité. C'est Marie-Vonne Caillot d'ATD Quart Monde qui, dans un texte intitulé « Être parent contre vents et marées, parentalité et grande pauvreté », cite des facteurs de la grande pauvreté que vous connaissez, comme l'absence ou l'insalubrité du logement, les revenus trop restreints et irréguliers qui obligent à compter en permanence, le découragement face à ces situations qui ne s'améliorent pas, l'humiliation quand on ne peut pas assurer des conditions de vie décentes à la famille. Elle évoque également, parmi ces difficultés, et ça on y pense moins, je cite, « dépendre pour tout des relations avec les travailleurs sociaux, qui sont là pour vous aider et vous soutenir, c'est sûr, mais qui ont rarement la réponse à vos difficultés et qui en même temps représentent une menace. Ne vont-ils pas vous imposer des solutions qui pourraient conduire à une intrusion dans l'intimité déjà difficile ou pire encore, à la séparation avec les enfants ?» Alors les services de PMI et d'autres services sociaux, certes, connaissent ces difficultés, mais il est certain qu'ils offrent des réponses sans doute hétérogènes sur tout le territoire, sur un gradient qui va de la non-appréhension de ces difficultés à leur reconnaissance, du jugement à la compréhension et du contrôle à l'accompagnement des familles. Qu'il s'agisse de grande pauvreté ou de précarité, ou de normes socioculturelles éloignées du corpus imprégnant la middle class dont sont issus les soignants, plusieurs défis nous sont proposés. Ils nous concernent tout particulièrement en tant que soignants, tant ils sont susceptibles, bien pris en compte, de se répercuter sur l'organisation des soins. Alors, quels sont ces défis ? Le premier, aller vers les familles et créer de la confiance. Prendre le temps de rejoindre les familles là où elles sont, dans leurs aspirations, de recréer de la confiance, c'est une tâche difficile pour des professionnels qui doivent à la fois soutenir les familles et signaler d'éventuels dangers ou négligences, je pense aux violences, à des situations d'addiction. Assurer simultanément l'accompagnement et une forme de contrôle demande, je recite, c'est toujours Marie-Vonne Caillot, toujours beaucoup de tact et de connaissance de ce milieu pour comprendre les logiques que développent les pauvres devant les 1000 obstacles auxquels ils sont confrontés. Donc aller vers, ça signifiera matériellement pour la PMI, multiplier des dispositifs comme les interventions dans les milieux de vie, les visites à domicile en mesurant bien les risques d'ingérence. C'est aussi le déplacement des consultations au plus près, parfois avec des camions itinérants. C'est participer à des réunions à thème dans le cadre des associations que fréquentent les familles. Instaurer la relation dès le suivi de la grossesse ou en maternité, en lien entre les sages-femmes et les puéricultrices. Maintenir ce lien à domicile par la suite, ça va contribuer à l'émergence de la confiance qui demande du temps et de la transparence. Le deuxième défi, c'est d'encourager les parents et de faire alliance. Face à cette souffrance, à cette honte, à cette culpabilité qui peut être liée aux difficultés de développement des enfants, il nous est rappelé qu'il est souhaitable de ne pas nous focaliser uniquement sur les manques, les dysfonctionnements, mais aussi de voir et de nommer les forces, les compétences des familles. Comprendre la souffrance qui produit la misère, donner du sens à ce qui en semble dépourvu, ajoute Marie-Vonne Caillot, est-ce que ça ne devrait pas faire partie de la formation des professionnels ? Elle cite une expérimentation qui est celle de co-formation par le croisement des savoirs, où il est proposé à des professionnels et des personnes qui vivent des situations de pauvreté de travailler ensemble à démonter les représentations réciproques, travailler sur les mots employés qui font souvent obstacle, sur les logiques des uns et des autres. Et donc ça nous invite à considérer les familles comme partenaires et de co-construire avec elles les réponses les plus adaptées possibles. C'est Maurice Titran, qui était pédiatre au CAMS de Roubaix, qui énonçait comme ça son approche du compagnonnage. Il disait « La construction de l'enfant sera la tâche à accomplir. Parents et professionnels mettront ensemble leurs talents. Comme la pierre, l'enfant sera sculpté et taillé à mesure qu'il nous y autorise et qu'il le peut. D'un enfant à l'autre, d'une œuvre à l'autre, professionnels et familles vont cheminer. L'occasion est mise à profit pour enrichir les savoirs réciproques. Les familles marchent devant. Nous parcourons un chemin en étant guidés par elles. L'enseignement ne se fait ni par l'écrit ni dans le face-à-face, mais dans un allant-devenant. » Le troisième défi, c'est d'encourager les parents qui vivent dans la grande précarité à rejoindre des lieux collectifs, les maisons des parents, les universités populaires parentales, où dans ce cadre, ils vont pouvoir réfléchir entre pairs, à partir de leur propre expérience et de celle des autres, retrouver du pouvoir d'agir et de penser. Si les parents ont l'occasion de dire ce qu'ils réussissent avec leurs enfants, alors ils oseront peu à peu sortir de leurs réserves
viendra le temps de dire leurs questions, leurs difficultés. Et puis Marie-Vanne Caillot nous dit aussi, n'oubliez pas les actions culturelles et les vacances, et ça je sais que le Secours populaire le fait en permanence, les actions culturelles et les vacances qui sont des véritables havres de paix dans la vie chaotique des familles et laissent des traces de lumière et de joie. Et pour nous, la prévention, c'est évidemment aussi ça. Toute cette réflexion sur une prévention ajustée aux situations de précarité, elle ne prend sens qu'à condition de travailler aussi à réduire cette précarité en lien entre intervenants de santé, intervenants sociaux, intervenants associatifs, sans oublier bien sûr les responsables politiques qu'il faut interpeller. C'est Jean-Pierre Deschamps, professeur de santé publique, qui nous rappelle, s'il le fallait, que les conditions fondamentales et ressources préalables en matière de santé sont la paix, un abri, l'éducation, la nourriture, un revenu, un écosystème stable, des ressources durables, la justice sociale et l'équité. Alors pour conclure, confrontés aux souffrances que recèlent les situations de précarité ou de pauvreté, professionnels de santé, nous sommes tenus à renouveler nos pratiques en une altère-prévention, c'est-à-dire une prévention qui soit fondée sur l'altérité, qui va mêler le secours, éviter des dommages occasionnés dans la personne, et le soutien, prendre soin de sa dignité et soutenir sa capacité à renouer la confiance. Les citations sont dans le texte écrit. Les conditions et les qualités d'une telle prévention prévenante, ils s'appuient sur la référence humaniste et ils intègrent des enjeux comme le respect du temps de l'enfant et des parents, le soutien à leur capacité à renouer la confiance en l'autre et en soi, le crédit à l'enfant des chemins qu'il saura trouver face aux obstacles et aux blocages, un regard professionnel qui ne soit pas soucieux uniquement du seul trouble, mais aussi de ce qui est investi et mobilisable par l'enfant et son entourage, une approche personnalisée de l'aide qui soit ouverte aux effets de surprise et à la rencontre, un travail sur le sens et pas seulement d'observation des difficultés, et finalement une conception non linéaire du développement de l'enfant, mais qui soit comprise comme un discontinuum de mouvements délicats et complexes de créativité développementale. La citation est de Bernard Gols, mais je crois qu'il faut que nous l'ayons en tête face à tous les enfants, quel que soit leur milieu, ceci en contextualisant les difficultés, en respectant au mieux les histoires et les choix de vie des familles. 2 citations pour conclure, de Thérèse Potekov, qui était assistante sociale au CAMS de Roubaix avec Maurice Titran. « Tu n'as pas de maison, viens habiter la mienne, viens habiter ma préoccupation ». Et puis de Jacqueline de Chambrin, qui a été citée plusieurs fois, pédiatre, médecin responsable de la PMI pendant 20 ans en Seine-Saint-Denis et qui a longtemps représenté le Secours populaire français. Nous, les professionnels, devons faire un effort très particulier pour avoir un langage commun et donc partager notre pouvoir. Merci. Merci beaucoup. Comme le professeur Gentilini, je fais un tout petit coup de pub pour 2 ouvrages dans lesquels vous retrouverez une série de ces réflexions plus détaillées. Et c'est maintenant Madame Nathalie Bajot qui va présenter Accès à la santé, accès aux droits, l'action du défenseur des droits. Vous avez la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis doublement heureuse d'être là aujourd'hui parce que, avant de travailler chez le Défenseur des droits, j'étais chercheuse à l'INSERM, enfin on reste chercheur tout le temps, et en particulier sur les questions dans le domaine de la santé publique et sur les questions de genre. Et puis je suis très heureuse aussi d'avoir l'honneur de présenter l'action du Défenseur des droits dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui. Alors j'ai bien noté qu'il y avait du retard, donc je vais pas prendre mes 20 minutes, enfin je vais essayer d'être rapide, mais je voudrais quand même vous dire quelques mots sur le Défenseur des droits avant d'en venir à son action précise dans le domaine de la précarité de l'accès aux soins, parce que j'ai pu noter depuis que j'occupe ces fonctions depuis quelques mois chez le Défenseur que beaucoup de personnes ne connaissaient pas le Défenseur des droits. Alors pour certains c'est l'ancienne halte, c'est plus que ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que c'est une autorité constitutionnelle indépendante. Et dans tous ces mots importants, le plus important, c'est indépendant. C'est-à-dire que le Défenseur des droits, c'est une institution de la République qui a pour mission de protéger les droits de toutes les personnes qui sont sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur situation sociale, économique, familiale, sexuelle, etc., etc. Protéger les droits, mais aussi qui a pour mission de mettre en place une politique de promotion de l'égalité de l'accès aux droits. Et c'est la fonction que j'occupe au sein de cette institution. Cette institution est dirigée par Jacques Toubon.
et c'est une équipe de 250 personnes à Paris et 400 délégués sur l'ensemble du territoire. Alors les domaines de compétences, la lutte contre les discriminations, les difficultés... Je ne parle pas assez fort ? Ah d'accord. Les difficultés avec les services publics, le respect des droits de l'enfant et les questions de déontologie des personnes qui ont en charge la sécurité de la population. Alors quelques chiffres, 100 000 personnes nous ont saisi l'année dernière, 74 000 dossiers. Parmi ces dossiers, 13% sont des discriminations, renvoient à des questions d'état de santé, des personnes qui sont discriminées, notamment dans l'accès à l'emploi en raison de leur état de santé. Dans les problèmes qui relèvent des usagers avec les services publics, 14% de ces problèmes renvoient à des questions de santé, essentiellement des refus de soins ou qui renvoient au non-respect des droits des patients. 13% des dossiers qu'on traite sur les enfants renvoient aussi à des problèmes de santé et, par exemple, les problèmes liés d'accès à la cantine pour les enfants qui ont quelques allergies. Alors c'est beaucoup, 74 000 dossiers, 100 000 demandes, c'est beaucoup, mais c'est rien. Parce que quand on compare ces statistiques avec les données d'enquête, soit les enquêtes que le défenseur réalise, soit les enquêtes de l'INSERM, soit les enquêtes de l'INED, on se rend compte que les personnes qui nous saisissent, c'est véritablement la partie visible de l'iceberg. Alors, outre cette fonction majeure d'instruction des dossiers qui occupe tous les juristes de la maison, la promotion, et c'est là-dessus que je vais m'étaler un petit peu maintenant. Alors, la promotion, quel est l'objectif de mettre en place une politique de promotion de l'égalité et de l'accès aux droits ? D'abord, c'est que les droits soient respectés, et puis que s'ils ne le sont pas, ils puissent être rétablis, et pour ce faire, que les personnes puissent nous saisir, pour qu'ensuite on passe les dossiers à nos collègues des pôles instruction. Alors, on a beaucoup de moyens pour faire ça. On peut faire des études, on en fait, soit on en fait faire, soit on en fait nous-mêmes. On met en place des groupes de travail, et je reviendrai dessus dans un instant. On mène des actions, on mène des formations, des campagnes de communication et puis aussi un moyen d'action très important qu'on a à notre disposition, c'est de proposer des réformes législatives et réglementaires. Et le défenseur, outre le fait qu'il est consulté sur tous les projets de loi qui relèvent de ses missions, peut aussi de lui-même se proposer, saisir et proposer des projets de loi. Alors, à titre d'exemple, sur les questions de santé, puisque c'est ces questions qui nous intéressent aujourd'hui, des avis très récents du Défenseur des droits à propos de l'étude du projet de loi santé, ça a été sur l'avortement. Il a demandé, comme d'autres, la suppression du délai de réflexion de 8 jours, qui contribuait à faire de l'avortement un droit à part. Il a aussi demandé que la clause de conscience spécifique qui est assortie à l'IVG soit levée. La clause de conscience, vous le savez, elle existe dans le Code de la santé publique. Il n'y a pas besoin d'en avoir une spécifique sur l'IVG. Donc, faire en sorte que l'IVG soit un droit comme les autres. Il a aussi récemment pris position sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Pourquoi ? Parce que, en l'état, la loi opère une discrimination liée à l'orientation sexuelle et liée à la situation de famille. 2 des critères de discrimination. Les femmes qui sont homosexuelles ou célibataires n'avaient pas droit à l'accès à cette technique de procréation médicalement assistée, à l'instar des autres femmes hétérosexuelles ou en couple. Voilà quelques exemples des types d'actions qu'on peut mener avec une approche un peu particulière, surtout depuis qu'il a choisi de recruter une chercheuse sur le genre pour diriger son département de promotion de l'égalité et de l'accès aux droits, pour dire, et ça a été, j'insiste là-dessus parce que c'est des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, on travaille sur les questions d'accès aux droits et de discrimination vraiment dans une approche processuelle. Et je vais pas revenir dessus puisque un précédent orateur a évoqué les travaux d'Odenor, mais vraiment, la question, c'est pas que la connaissance, la connaissance ne suffit pas pour accéder aux droits, et quand on accède aux droits, il suffit pas d'y accéder, encore faut-il que le parcours dans l'accès aux droits aille jusqu'à terme pour que les droits deviennent véritablement effectif. Un autre point important dans l'approche qu'on développe aujourd'hui chez le Défenseur des droits, c'est une approche intersectionnelle. Alors c'est un mot qui vient de la sociologie et qui fait un peu peur, mais qui consiste à dire qu'en fait les difficultés auxquelles les gens sont confrontés, les discriminations qu'ils peuvent subir, en fait ne renvoient pas uniquement au simple fait d'être une femme ou d'être d'orientation homosexuelle ou d'avoir une situation de handicap ou d'être d'origine maghrébine. En fait, ces difficultés, elles se construisent à l'articulation de toutes ces dimensions et des dimensions qui renvoient en fait aux rapports sociaux
qui structure les rapports de pouvoir dans la société française. Et donc dire que les femmes subissent tel ou tel type de discrimination, ça n'a pas grand sens. Ça n'a pas grand sens parce que quand on est une femme diplômée, avec un travail, un logement, etc., on ne vit pas du tout la même situation que quand on est une femme au chômage, d'origine maghrébine et qui souffre de discrimination raciste dans la société dans laquelle elle vit. Donc l'idée, c'est véritablement de penser ces difficultés d'accès aux droits et ces discriminations dans cette perspective de considérer qu'il n'y a pas de gens à risque. Il y a des situations à risque et que ces situations, elles renvoient à la position sociale, économique, culturelle des individus dans une société donnée. Un dernier point, avant d'en venir précisément à notre action dans le domaine qui nous concerne, c'est que toutes nos actions, y compris celles qui vont porter sur les difficultés d'accès aux droits pour les personnes en situation précaire, c'est que toutes les actions, elles portent non seulement sur les publics qui sont visés, les personnes qui sont en situation de précarité, mais elles portent également sur les acteurs qui rendent difficile l'accès aux droits pour ces personnes ou qui génèrent souvent inconsciemment des discriminations. Donc les populations visées, les acteurs, mais aussi les dispositifs. Je crois que Jean-Claude Amézem ce matin faisait référence au fait que certains dispositifs en eux-mêmes contribuent à éloigner les personnes de l'accès aux soins, donc public, acteurs, dispositifs, mais aussi tout le système, toutes les réformes législatives et réglementaires. Alors sur précarité et santé, ça va. Je ne vais pas revenir sur le constat parce que depuis ce matin, tout a été dit. La seule remarque que je me permettrai, un peu dans la lignée de ce que je disais sur l'intersectionnalité, c'est qu'on parle de populations précaires, mais derrière ces populations précaires, je trouve qu'il est important aussi de tenir compte des caractéristiques sociales, démographiques, culturelles et autres de ces populations. Être une population précaire, c'est aussi des populations extrêmement hétérogènes et qui renvoient à des enjeux particuliers. Et la position qu'on essaye de défendre chez le défenseur, c'est d'essayer de passer d'une approche de pourquoi telle et telle population avec telle et telle caractéristique sociale, démographique, économique n'ont pas recours, à plutôt pourquoi les systèmes tels qu'ils existent contribuent à rejeter certaines catégories de la population. Donc de passer d'une approche moins individualiste et plus sociopolitique des questions d'accès aux droits et de discrimination. Alors, concrètement, pour illustrer tous ces beaux propos, un groupe de travail qui a été mis en place par le Défenseur des droits en 2014 sur l'accès aux soins et les refus de soins, un groupe de travail en association avec beaucoup de partenaires, dont le Secours populaire, dont le Fonds CMU, dont un certain nombre d'associations qui sont ici présentes, et qui a permis de faire un véritable travail de diagnostic et d'état des lieux pour proposer un certain nombre de recommandations. Un rapport a été remis au Premier ministre en mars 2014. Alors, 4 conclusions de ce rapport pour vous montrer un peu le sens des activités qu'on essaye de mener. La première conclusion, elle est d'une grande banalité, mais il faut toujours la rappeler, c'est la nécessité de renforcer les connaissances des populations concernées, mais aussi des professionnels, sur leurs droits et sur les dispositifs existants. Alors, on le sait, dans tous les domaines de la santé publique, la connaissance est loin d'être suffisante. On a aussi fait une série de propositions qui concernent les dispositifs eux-mêmes, et notamment cette fameuse proposition qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises depuis ce matin, et qui est dans le rapport du Défenseur des droits, qui est de fusionner les dispositifs de CMU et d'AME, dont vous avez rappelé à quel point ils généraient des situations extrêmement complexes. Un autre point important dans ces recommandations, c'est d'avoir préconisé d'introduire l'aménagement de la charge de la preuve dans le Code de la santé publique. L'aménagement de la charge de la preuve, c'est un nom un peu compliqué, mais j'ai compris récemment ce que c'était, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans le droit des discriminations. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas à la personne victime de démontrer qu'elle a été victime d'une discrimination, c'est à la personne, l'employeur par exemple, de prouver qu'il n'a pas eu un comportement qui générait une discrimination. Donc c'est l'inversement de la charge de la preuve, et l'idée de pouvoir l'introduire dans le Code de la santé publique pour toutes les questions de santé est un enjeu absolument majeur. Dernier point qui a aussi été évoqué ce matin sur la question de confier aux ordres des médecins la mission d'évaluer les pratiques de refus de soins, puisqu'on est vraiment au cœur de notre sujet. Le défenseur a pris position pour dire que c'était sans doute pas une bonne chose que ce soit les ordres médicaux qui évaluent les pratiques des professionnels de santé, et il a proposé de réfléchir à une autre alternative. Alors il y a des discussions en cours, comme ça vous saurez tout, parce que des sénateurs ont très récemment
demandé suite à l'audition du défenseur devant la commission du Sénat, que ce soit le défenseur des droits qui soit désormais en charge d'assurer cette mission d'évaluation des pratiques de refus de soins. Alors, je vais encore dire juste quelques mots pour dire que cet exemple que je viens de vous donner de ce groupe de travail, en fait, voilà, c'est une de nos méthodes de travail. Vous voyez qu'elle débouche sur des recommandations précises, qu'elle débouche sur des propositions de loi, qu'elle débouche aussi sur des actions de communication, sur des actions de formation des professionnels de santé. On fait beaucoup de formations sur les enjeux de la discrimination. Et puis, un autre moyen qu'on a et qui me tient particulièrement à cœur en tant que chercheuse, c'est la possibilité de réaliser des études et des recherches ou de les faire réaliser le plus souvent avec des équipes. On travaille en particulier avec des équipes de l'INED sur la question des discriminations, avec l'équipe du Pacte qui a été évoquée tout à l'heure sur l'Observatoire du non-recours au droit. Alors, j'ai entendu ce matin qu'on savait déjà beaucoup de choses. Oui, on sait beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas, notamment en matière, d'un point de vue scientifique, je dirais, non pas des études absolument fondamentales épidémiologiques telles que Gwen Mainviel a pu les présenter ce matin, mais des études qui, je dirais, plus sur le versant sociopolitique des enjeux de refus de soins. Et 2 études en cours chez le défenseur. La première sur les relations entre patients précaires et médecins. C'est un projet qui a été évoqué ce matin, qui est mené en collaboration avec le fonds CMU. L'idée étant de mieux comprendre, d'un point de vue plus sociologique et sociopolitique, les logiques qui construisent les refus de soins. Une autre étude en cours, dont les résultats vous intéresseront sûrement, c'est aussi tous les enjeux d'accès aux droits liés à la santé des enfants qui relèvent de la protection de l'enfance. Alors voilà, j'avais promis de ne pas prendre tout mon temps de parole, donc j'en suis qu'à 13 minutes. Je vais juste prendre 1 minute de conclusion pour vous dire que les actions du défenseur des droits sont multiples. Il y a tout ce volet absolument fondamental d'instruction des plaintes qui nous sont adressées. Ces plaintes sont largement insuffisantes au regard des situations de non-respect du droit dans la société française, dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, mais dans beaucoup d'autres domaines. Donc il y a vraiment, je dirais, une double mission, c'est de tout faire en sorte, de tout mettre en œuvre pour que les situations de non-recours aux droits, de non-respect des droits, soient autant que faire se peut limitées dans la société française, mais que quand elles existent, les personnes puissent avoir les moyens de faire valoir leurs droits. Et parmi ces moyens, le défenseur des droits est une institution qui est chargée par la République de faire valoir les droits des personnes qui vivent en France de manière gratuite et anonyme. Et que pour ce faire, notre mode d'action, vous l'aurez bien compris, est un mode d'action multiple, toujours en lien étroit avec la société civile, avec les associations, avec les institutionnels, toujours en toute indépendance, et des actions qui se déclinent auprès de différents groupes, les groupes sociaux les plus directement concernés par les différents sujets, mais aussi les professionnels, les dispositifs qui existent, qui en eux-mêmes peuvent être discriminants ou favoriser l'exclusion de l'accès aux droits. Et puis, le dernier point qui n'est pas le moins important, la force de proposition en matière de réforme législative et réglementaire. Voilà, vous avez eu un court aperçu de toute l'action du défenseur des droits dans ce domaine. Merci. Merci d'avoir respecté. Vous nous faites gagner du temps, c'est merveilleux. Y a-t-il des questions dans la salle, Madame? Merci. Je me présente, Jeannine Rochefort, médecin du Monde. Je voudrais vous poser une question qui m'a beaucoup intéressée et déjà je vous remercie de demander la fusion de la CME dans l'AME dans la CMU, parce que ça fait des années que les associations le demandent, pour justement éviter des discriminations liées à la couverture maladie. Et vous parliez de la PMA accessible pour toutes les femmes, quel que soit le genre, les orientations sexuelles, etc., la situation matrimoniale ou autre. Il faut savoir que quand il y a eu l'introduction des 30 € pour l'accès à l'AME, il avait été également, dans le panier de soins, la PMA avait été retirée, avait disparu du panier de soins pour les dames relevant de l'AME. Les 30 € ont été abrogés dès juillet 2012, mais le retrait de la PMA dans le panier de soins de l'AME n'a jamais été remis. Donc les femmes en situation irrégulière en France n'ont pas le droit à la PMA. Voilà.
Écoutez, je note avec beaucoup d'attention votre remarque. D'abord, je voudrais préciser que la position de fusionner ces deux dispositifs, elle est bien sûr portée depuis très longtemps par des associations. En général, tout le travail du défenseur se fait en étroite collaboration avec les associations, la société civile. On a notamment un comité d'entente santé qui regroupe un certain nombre d'associations. La position du défenseur des droits, c'est pas une position militante, c'est une position vraiment de respect des droits. Et donc, c'est vraiment ça qui guide toute l'action du défenseur. C'est est-ce que le principe d'égalité entre toutes les personnes est respecté ou non? Est-ce qu'il y a rupture d'égalité? Et si rupture d'égalité il y a, alors à ce moment-là, indépendamment des idées et des positions morales, religieuses, tout ce qu'on peut avoir, en particulier sur des sujets comme la PMA, peu importe. La question, c'est qu'en l'état actuel, il y a discrimination. Là, vous évoquez en plus ce qui renvoyait un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la dimension intersectionnelle, une autre dimension, c'est qu'une catégorie particulière de femmes n'y a pas accès. Je ne peux que noter, je ne peux que noter votre remarque et on va regarder ça tout de suite et ce serait une situation. Alors, le critère de la précarité n'est pas un critère de discrimination dans la loi française. Il y a tout un débat aujourd'hui pour savoir s'il faut que ça devienne ou non le 21e critère. Mais c'est passionnant comme débat, surtout vu le sujet qu'on a aujourd'hui, mais malheureusement, on n'a pas le temps de l'avoir là. Alfred Spira. Oui, merci beaucoup, Nathalie. Non, je voudrais rebondir sur la question de Jeanne Rochefort parce qu'on peut l'élargir. Ce qui a justifié le fait qu'on a exclu le recours à la PMA de l'aide médicale d'État, c'est l'accusation, j'emploie le terme parce que c'est ça, de soupçonner certaines personnes de faire de ce qu'on appelle du nomadisme médical à l'échelon international. Donc une femme qui vit au hasard en Algérie et qui a besoin d'une PMA qu'elle ne peut pas réaliser dans son pays, quelle qu'en soit la raison, on la soupçonne de venir en France pendant 3 mois, le temps d'avoir une insémination artificielle ou une fécondation in vitro. De façon plus large, je trouve que ce type de raisonnement arrive à une dissociation de la nécessité des actes médicaux selon les catégories des personnes. Et je trouve que la question qui est posée, c'est la globalité ou la non-globalité des droits à la santé comme un droit humain global. Et je trouve qu'à partir du moment où on dissocie ces droits, on entre dans quelque chose d'extraordinairement dangereux, qui est une source de discrimination, de stigmatisation, de privation des droits, sur des critères qui peuvent être des critères de genre, d'appartenance à un genre, d'appartenance à certaines classes sociales, mais ça peut très rapidement aller plus loin avec des propos qu'on entend en ce moment. On peut imaginer que selon la couleur de la peau, par exemple, on n'aurait pas droit les mêmes droits dans le domaine de la santé. Monsieur, oui. Le défenseur des droits exerce une fonction en quelque sorte quasi-judiciaire, extrajudiciaire d'examen de dossiers individuels en défense contre des institutions, des administrations, etc. Et n'a pas de fonction législative. Donc effectivement, vos recommandations sont intéressantes pour être prises en compte ensuite, éventuellement, dans les politiques qui sont soumises au Parlement. Mais dans sa fonction de défenseur des droits, est-ce que vous avez un pouvoir d'injonction des administrations auprès des administrations défaillantes ? Un pouvoir d'injonction auprès des administrations, oui, c'est-à-dire que toute enquête qui est menée, alors là je parle sous contrôle... Si vous relevez une défaillance d'une administration, quelle qu'elle soit, est-ce que vous avez le pouvoir sur un cas particulier d'élever le conflit auprès de ces administrations pour faire rectifier les décisions qui auraient été prises? Ah oui, tout à fait, c'est dans les pouvoirs du défenseur sur la partie instruction. Et encore une fois, la mission du défenseur, elle est double. Hein. Alors, il a un pouvoir d'enquête, il a un pouvoir d'audition et d'émettre des recommandations pour que les situations qui ont lésé les personnes dans leurs droits soient rétablies. Et ça peut aller loin. Je pense à des dossiers qui ont été récemment traités, qui ont conduit, par exemple, alors c'est pas le domaine de la santé, mais c'est le dernier dossier que j'ai en tête, qui a conduit une entreprise à rembourser à une femme qui avait subi une discrimination dans sa carrière du simple fait d'être femme pour des raisons de rapport de genre,
à rembourser cette femme depuis le début de sa carrière. Donc les pouvoirs du défenseur des droits sont extrêmement importants en matière judiciaire, et je vous invite d'ailleurs à aller consulter le site internet du défenseur des droits qui vient d'être totalement refondu pour donner une lecture à toute personne de ses missions de manière extrêmement détaillée. Voilà. Donc ça, c'est toute la mission d'instruction qui est un des deux piliers, une des deux jambes du défenseur, l'autre étant la mission de promotion de l'égalité et de l'accès au droit. Du coup, est-ce que vous avez un pouvoir de sanction lorsque, dans le cas précis du refus de soins par exemple, en cas de refus de soins avéré d'un professionnel X, vous avez un pouvoir de sanction propre ou vous transmettez à une autorité judiciaire? Alors ça dépend des cas, mais le pouvoir de sanction, c'est-à-dire que le refus de soins, il faut qu'il soit, ça renvoie à deux dimensions des missions du défenseur des droits. Soit il y a un problème avec une administration publique qui n'a pas fourni les soins qu'elle aurait dû fournir à un usager, soit ça renvoie à un enjeu de discrimination parce qu'une personne n'a pas été traitée de la même manière qu'une autre du simple fait, enfin simple avec beaucoup de guillemets, du fait de un des 20 critères qui sont prévus par la loi. Après, il y a toute une série de dispositions que peut faire le défenseur, mais ces pouvoirs sont vraiment extrêmement importants et ça peut même aller jusqu'à porter des observations en justice lors d'un procès. Et pour illustrer ce type d'action, il y a une palette d'actions juridiques extrêmement importantes. Il joue tout d'abord sur la médiation. Si la médiation ne peut pas aboutir à régler le contentieux entre deux personnes, il peut porter des observations, il peut proposer des sanctions et il peut aller jusqu'à présenter ses observations devant la juridiction. Et ce qui a été le cas au sujet des contrôles aux faciès dont on a la décision de la Cour d'appel dont on a récemment fait état, où des personnes se sont vues effectivement reconnaître le fait qu'elles avaient été contrôlées et que c'était un comportement discriminatoire. Donc je ne vais pas résumer en quelques secondes parce que c'est très compliqué, mais il y a vraiment une palette de moyens d'action extrêmement importants. Et quant aux avis au Parlement et aux propositions de réforme, ce sont bien évidemment des avis consultatifs, mais de fait, le défenseur des droits, c'est la 11e, le défenseur des droits en lui-même, c'est le même nom pour la personne qui dirige l'institution, c'est un peu bizarre, c'est le 11e personnage de l'État. C'est vraiment un pouvoir réel et symbolique extrêmement important. Quand on ne peut pas refuser de répondre à une requête du défenseur des droits. Voilà, c'est dans la loi organique qui crée cette institution, la loi de 2008, et c'est une institution qui existe depuis 2011. Voilà. Je vous invite à prendre contact avec nous, avec le pôle santé, avec le pôle promotion, si vous voulez plus d'informations, et à regarder sur notre site internet. Merci. Nous passons à la session suivante.